Jacob Azeroual, bonjour. Bonjour Nelou et merci de m'inviter. Ravi de vous retrouver dans les studios de Radio J pour un livre, qu'est-ce qu'on peut dire, un livre d'amour. Oui. Savoir aimer ou savoir s'aimer, puisqu'il y a un S entre parenthèses. Alors savoir aimer, savoir s'aimer. Parce que pour savoir aimer, il faut d'abord savoir s'aimer. On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Pour transposer sur l'autre certaines notions, il faut d'abord les avoir appliquées à soi. Sinon, on ne va pas être cohérent et donc pas convaincant. C'est pour ça que d'ailleurs le sous-titre c'est « L'amour de soi commence par l'amour des autres ». Absolument. Ça résume un peu le propos du livre. Exactement. Mais en fait, il y a le corollaire qui est inversé, qui est l'amour des autres commence par l'amour de soi. Vous êtes médecin, psychanalyste, psychothérapeute, spécialiste dans l'axio-dépression, le couple et l'enfant. C'est pas votre premier livre, vous en avez publié plusieurs. Oui. Très apprécié par la presse. Oui, surtout le dernier qui s'appelle Couple clé pour le réussir. Il est cité dans le top 10 de l'Express. Et je remercie au passage d'ailleurs l'Express, mais je remercie aussi Femmes Actuelles, etc., qui ont été extrêmement géniaux. Les blogs aussi, les éclaireuses ont été géniaux. Parce que ces livres sur l'amour, sur le bien-être, il y en a beaucoup. Il y en a maintenant, ce qui compte, c'est d'où on parle. Exactement. Qui êtes-vous pour en parler? Or, votre vie, votre expérience professionnelle légitime complètement ce propos. C'est pas un propos juste, excusez-moi d'expression un peu gna comme ça sur l'amour. C'est ça, exactement. Et les auditeurs vont s'en rendre compte. On les invite à acheter ce livre, bien évidemment. C'est aux éditions Guy Trédaniel, Savoir s'aimer, savoir aimer. On va picorer un peu dans le livre. Avec plaisir. Je vais prendre au hasard, tout simplement, des têtes de chapitre. Aimer, c'est la constance. Ah, alors là, vous avez touché du doigt, pour moi, vraiment un des plus gros thèmes sur l'amour. La constance, c'est-à-dire, c'est la répétition, exactement, c'est la répétition d'un comportement. Je me souviens d'un film que je n'ai pas vu, j'ai vu juste un extrait. Et malheureusement, c'était à l'époque des nazis. Et juste, il y a un homme à côté de son voisin qui s'apprête à être exécuté. Il voit son copain un peu anxieux et il lui dit, tu sais, le véritable héroïsme, c'est juste d'accepter de vivre et d'assumer dignement au quotidien la vie. C'est ça la constance. La constance, c'est assurer le quotidien. Mais surtout, quoi qu'il se passe, rester dans la relation. Comment est-ce qu'on donne du crédit à l'amour de quelqu'un? C'est surtout que quoi qu'il se passe, la personne ne vous abandonne pas, ne vous quitte pas. Exactement comme, en général, les mères avec leurs enfants, elles ne lâchent pas la main. Il y a une constance, il y a dans la durée. Et pour expliquer ça, j'explique par exemple l'exemple de la dolphinothérapie. J'ai essayé d'étudier un peu pour comment ça se fait que les dauphins avaient cet effet positif sur les enfants qui présentent des troubles comme l'autisme ou des troubles d'hyperactivité, etc. Alors selon certains, c'est parce qu'elles diffusent certaines ondes positives, etc. Moi j'ai dit non, pas du tout, c'est tout simplement par rapport au comportement. C'est-à-dire que les dauphins adoptent l'enfant de manière complètement gratuite. Elles s'en fichent de savoir s'il est juif, musulman, catholique, bouddhiste, s'il est bon élève ou mauvais élève. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement jouer avec et l'adopter. Et donc, de ce fait-là, l'enfant, en retour, se lie de relation et donc apprend à se mettre, à s'intéresser à l'autre. Aimer, c'est être capable de demander pardon, c'est être capable de pardonner. Ah, alors là, c'est la chose la plus choquante que je puisse avoir vécue. C'est-à-dire que la quasi-totalité, pour ne pas dire toutes les conférences sur le pardon que j'ai pu animer, il y a un phénomène absolument bizarre et vraiment un peu inacceptable, qui est celui que la plupart des gens, quand on leur pose la question, est-ce qu'on peut tout, sur la question du pardon, tout le monde se positionne en tant qu'offensé. Jamais ils se disent, est-ce que moi-même, est-ce que je dois demander pardon? Tous se posent la question, est-ce que je vais pouvoir pardonner? Mais ils ne se posent pas la question, est-ce que je vais demander pardon? Comme si dans leur vie, dans toute leur vie, jamais ils ont eu à demander pardon. Parce que la chose la plus complexe, pardonner c'est difficile, mais demander pardon est encore plus difficile parce qu'il fait appel à l'orgueil. Et les gens sont, malheureusement, nous sommes tous enfermés dans notre orgueil, malheureusement. Pas loin du pardon, c'est aimer, c'est respecter, c'est se respecter. Alors, idem par rapport au départ, pour pouvoir respecter l'autre,
Si vous ne vous respectez pas, vous ne saurez pas ce que ça veut dire respecter. Alors respecter, il y a beaucoup de définitions, mais moi je me suis entre guillemets accroché à la définition et en même temps en hommage à professeur Yves Pélissier, que j'avais eu quand j'étais étudiant, que je respectais énormément. Il avait donné une conférence sur le respect, il avait dit juste respectare veut dire en latin prendre de la distance. Prendre du recul. Alors j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire prendre du recul avec respect? Eh ben, j'ai expliqué que tout simplement, quand on veut avoir du respect, il faut avoir de la distance, pas d'excès de familiarité. Par exemple, vous voyez? On a parlé c'était la première partie du livre qui est qu'est-ce que aimer signifie. La deuxième partie du livre, c'est l'amour des autres commence par l'amour de soi. Vous nous avez parlé au début. Alors, la rupture avec soi. Qu'est-ce que c'est la rupture avec soi? Pour moi, de toutes les ruptures, c'est pas la rupture avec l'autre qui est le plus difficile à vivre. C'est la rupture avec soi. Et notamment, pourquoi est-ce que la rupture avec l'autre est difficile parfois à vivre? C'est quand elle renvoie à la rupture avec soi. Dire ce que je dis, il faut absolument être solidaire de soi. Et un des conseils majeurs que je donne est celui de développer le regard personnel. Pourquoi? Parce que si votre regard passe obligatoirement par le regard des autres, vous êtes foutu. Professeur Lebovitch, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Mais une fois, un journaliste lui a posé la question suivante. Il dit, professeur, comment est-ce que vous expliquez la haine des nazis envers les juifs? Et il lui répond, il lui dit, mais c'est pas à moi qu'il faut poser cette question, c'est aux nazis. Pourquoi est-ce qu'il répond ça? Parce que c'est simple. Si je me mets à essayer d'expliquer la haine des nazis envers les juifs, ça veut dire que cette haine serait explicable. Et là est toute la problématique. Elle est de trop tenir compte du regard des autres. Ce que l'autre pense, c'est pas mon problème. Ça devient mon problème si moi je l'intègre comme une vérité. Attention, cela ne signifie pas que je ne dois pas faire l'économie de la remise en question. Je dois me remettre en question. Mais malgré tout, je dois savoir un tant soit peu qui je suis et qui je ne suis pas. Je suis peut-être pas un super beau gosse, mais je sais que je suis pas un mec moche au point que quand je passe dans ma rue, il y a les enfants qui disent à leur mère, regarde Elephant Man. Donc même chose par rapport à l'intelligence, même chose par rapport à un certain nombre de choses. Je dois être cohérent et surtout solidaire de moi. La chose la plus évidente, regardez, un homme, il dîne seul, il va ouvrir une boîte de conserve, il reçoit des invités, il met la nappe, il fait un repas presque parfait, etc. C'est complètement illégal. Mais je suis la personne que je dois le plus gâter. Vous comprenez? Moi, je me souviens d'une patiente, elle était venue avec une rose. Je lui dis, qui c'est qui vous l'a offert à votre amoureux? Elle me dit, non, je m'achète tous les matins, je m'achète une rose. Je lui dis, mais bravo! C'est-à-dire, elle s'occupe d'elle. Elle s'offre déjà à elle. Et moi-même, à l'époque où j'étais étudiant, je collectionnais les stylos. Quand la vendeuse me disait, est-ce que je vous fais un papier cadeau? Je me dis, mais bien sûr! C'est pour moi. Vous? Ben, justement, vous dites, la remise en question doit être un plaisir et non une souffrance. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est très important à mes yeux, parce que j'explique, je dis, le sage est beau. Le dépressif est moche. Le sage est sage parce qu'il se pose des questions. Le dépressif est dépressif parce qu'il se pose des questions. Alors je ne comprends pas, les deux se posent des questions. Il y en a un qui est beau et qui est serein et qui est joyeux, et un qui est dépressif et qui est moche. Quelle est la différence? Je dis, c'est dans l'état d'esprit dans lequel on se pose des questions. Si je me pose les questions de manière souffreteuse, regarde, t'es même pas capable, etc. Là, effectivement, c'est sous forme dépressive. Mais par contre, si je me la pose, la question, et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que là aussi, c'est une de mes philosophies, c'est de se dire, mon obligation à moi, c'est juste d'essayer, de me donner les moyens de. C'est tout. Si j'y arrive pas, c'est pas mon problème. Un âne n'est pas supposé courir comme un cheval. C'est un âne. On ne peut pas demander à un enfant de se dépasser et de faire quelque chose qu'on doit exiger d'un adulte. On doit exiger de lui ce qu'on doit exiger d'un enfant. Parce que ça, c'est Pierre Arditi qui dit une phrase extraordinaire. Il dit, c'est stupide de demander à quelqu'un de se dépasser. Bien déjà qu'on s'atteindre déjà, c'est déjà extraordinaire. Et être soi, c'est le plus grand orgasme du monde, c'est être soi. Qu'est-ce que ça veut dire être soi? Ça veut dire que je pars à droite quand j'ai décidé d'aller à droite. C'est quand je suis complètement en cohérence et en cohésion avec moi-même. Ça, c'est le plus grand bonheur. C'est la clé de la sérénité. À l'inverse, la raison de l'angoisse et de la dépression, selon moi en tout cas, c'est quand il y a un décalage entre ce que je suis et ce que je suis supposé être. Entre ce qu'est ma vie aujourd'hui et ce qui est supposé être ma vie. Oui, mais pour avoir cette force, ça doit venir de l'enfance, ça doit venir de loin. Il faut qu'on soit presque éduqué à ça. C'est difficile à l'âge adulte d'opérer tous ces changements. Mon cher Nédou,
ce serait trop facile à chaque fois de s'abriter derrière l'éducation ou ce que nous ont pas donné nos parents. Pourquoi? Moi, je dis, entre guillemets, jusqu'à 18 ans, on appartient, entre guillemets, à nos parents. C'est pas que par la suite, on n'appartient pas à nos parents. Je parle de l'éducation. Mais il y a à un partir âge de où 18 on ans, peut se prendre à moi. je m'approprie ma vie. Et donc, moi, personnellement, mes parents ne m'ont pas appris à jouer la guitare. Quand j'ai décidé de jouer de la guitare, eh ben, j'ai acheté une guitare, j'ai pris des cours et je me suis lancé. Donc, même chose, s'il y a des choses que nos parents ne nous ont pas appris, à nous de nous lancer. L'échec et le sentiment d'échec. Alors, effectivement, le problème, c'est que vivre des échecs, pas plus tard que ce matin, j'ai expliqué à un de mes patients, je lui ai dit, c'est dommage parce que quand j'étais jeune, j'espère l'être encore un peu, je jouais beaucoup aux jeux d'échecs. Mais dommage, j'ai laissé tomber parce que ça prenait énormément d'heures. Mais aux jeux d'échecs, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Déjà, il y avait cette notion d'alternative. D'alternative, ça veut dire, il n'y a pas une seule solution, il y a plusieurs solutions dans le jeu d'échecs. Donc ça, déjà, c'est extraordinaire de comprendre qu'il n'y a pas un seul chemin. Il y a des chemins alternatifs. Donc pensez aussi aux chemins alternatifs. Et l'autre chose aussi, c'est de se dire que même quand on est en échec, c'est pas échec et mat. Au jeu d'échecs, on ne perd que quand c'est échec et mat. Perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre. C'est la même chose que vivre un échec, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que justement, lorsque nous étions enfants, nos instituteurs, nos enseignants nous ont appris. Quand on faisait une faute d'orthographe, on nous demandait de la recopier 10 fois. Et quand on la recopié, ben justement, c'est ce genre de mots où on avait basculé, on avait glissé, qu'on ne fera plus cette erreur. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé, on s'est appuyé sur cet échec justement pour construire notre victoire. Le sentiment d'échec, par contre, est négatif. Pourquoi? Parce que le sentiment d'échec, c'est avoir ce sentiment de loser, de perdant, que je n'y arriverai pas et que je suis fait perdre et que je ne comprendrai jamais. Notre prof de français, encore lui, je le cite souvent, il disait: les enfants, ne dites pas je n'ai pas compris, dites je n'ai pas encore compris. Alors, la haine de soi. Aïe, 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 aïe. La haine de soi, c'est absolument affreux. Être en rupture avec soi-même. Comment est-ce que vous demandez aux autres de vous aimer si vous-même vous aimez pas? Avant de demander aux autres de nous aimer, il faut déjà être capable de nous aimer. Alors maintenant, l'histoire de la haine de soi. Il y a un certain nombre de secrets. Alors, il y a des histoires un peu longues, donc je vais essayer de choisir une des plus courtes et qui est une histoire vraie. Il y a quelques années de ça, je crois que c'était pour le centenaire, je crois, de la Société Générale de la Caisse d'Épargne. Je suis désolé, j'ai un doute. On m'avait invité, l'organisatrice donc, de l'événement m'avait demandé de faire une conférence sur la femme et le diamant. Pourquoi est-ce que les femmes aiment le diamant alors qu'il y a tant d'autres belles pierres comme le saphir, le rubis, l'émeraude, etc. Et donc j'ai fait une étude dessus. Et avant de commencer sur la femme et le diamant à proprement parler, j'ai parlé du diamant et j'ai raconté des histoires extraordinaires. Je vous raconte juste une, mais vous pouvez vérifier. Il y avait donc en Afrique, dans un champ, un ouvrier l'a trouvé une pierre bizarre. Il la rapporte à son contremaître. Son contremaître l'examine, l'a fait analyser. C'était un diamant de 996 carats. Et je raconte un certain nombre d'histoires comme ça. Et j'explique que ça m'a extrêmement fait vibrer. J'ai dit, mais moi-même j'étais étonné parce que je ne suis pas quelqu'un de matérialiste. Certes, j'aime les belles choses, mais je ne suis pas quelqu'un de matériel. J'ai dit, alors pourquoi ça m'a remué autant? J'ai dit, parce que si on est capable de se tromper à ce point entre une pierre vulgaire et un diamant de plus de 900 carats, donc de presque de 1000 carats, ça veut dire, a fortiori, c'est certain qu'on peut faire la même erreur avec des gens, des personnes humaines. C'est-à-dire avec mon père, avec ma mère, avec ma femme, avec un frère, une sœur, des amis. On peut passer à côté toute notre vie en fréquentant quelqu'un de génial, genre Nelou Cohn. On passe à côté, on ne savait pas que c'était un diamant. Et c'est la raison pour laquelle on dit « nul n'est prophète en son pays ». Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué aux gens auprès de qui nous vivons qu'on ne voit pas la beauté de ces personnes-là. Jacob Azerwal, je rappelle qu'on parle de votre livre « Savoir Merci aimer, beaucoup. savoir s'aimer » aux éditions Guy Trédaniel. C'était mon livre, tant qu'il n'était pas édité. Une fois qu'il est édité, ça y est, c'est au lecteur. Puisqu'on vous venez de parler de la haine de soi, l'estime de soi. Ah. Bah, en fait, l'estime de soi... Vous en parlez aussi. Ben évidemment, parce qu'en fait, la haine de soi, c'est quoi? La haine de soi, malheureusement, c'est parfois, notamment les parents, mais parfois les camarades, parfois les profs, qui nous renvoient une image négative de nous. Négative de nous. Et le problème, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que c'est important, voire vital, de développer son regard personnel, parce que si je ne prends pas de la distance avec le regard que les gens portent sur moi, entre guillemets, je suis foutu. Il faut absolument prendre du recul. Donc l'amour de soi, il vient par le fait
d'apprendre à sympathiser avec soi-même, apprendre à réfléchir, à méditer sur ce que je suis, ce que je ne suis pas. Alors évidemment, je ne dis pas, ça a l'air théorique comme ça. Je ne dis pas que c'est facile, ce n'est pas facile du tout. Mais je vous donne un exemple. J'ai expliqué la chose suivante. Quand j'ai fait les études de médecine, elles étaient difficiles. Alors, mais la question se posait, est-ce que c'était difficile parce que les études de médecine sont difficiles ou bien parce que les études de médecine n'ont rien à voir avec moi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un décalage entre eux et moi. En fait, non. J'ai vite compris que les études de médecine étaient faites pour moi, mais par contre, ça demandait un certain effort. Donc, c'est pas toujours évident de comprendre cette idée-là. Même chose, par rapport à s'aimer. S'aimer, c'est pas je m'aime parce que je suis beau, parce que je suis intelligent, parce que je suis quelqu'un de génialissime. Non, pas du tout. Je m'aime parce que je suis solidaire de moi. J'ai dit une fois, est-ce qu'on a appris qu'il y a toute une communauté de singes qui se sont suicidés parce qu'ils se sont regardés dans un miroir, ils ont dit « Waouh, regarde comment on est moche ». Non. Est-ce que les ânes se sont suicidés? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis ce que je suis. Je dois m'accepter tel que je suis. Maintenant, par contre, à moi de développer, parce qu'on a tous un potentiel extraordinaire. C'est Andy Warhol qui disait « Nous aurons tous notre quart d'heure de célébrité ». Qu'est-ce que ça veut dire « Nous aurons tous des quarts d'heure de célébrité » Ça veut dire quelque chose qu'un Jacob peut faire que 1000 Nélou ne peuvent pas faire. Mais il y a quelque chose qu'un Nélou peut faire que 1000 Jacob ne peuvent pas faire. Chacun de nous a une spécificité. Il a une race, il a quelque chose. Nous avons des talents, mais à nous de les développer. Notre erreur est de toujours regarder les voisins au lieu d'essayer de nous développer nous-mêmes. Vous savez, vous êtes juif comme moi. Chez nous, on nous dit, le Talmud raconte qu'après 120 ans, 120 000 ans, la personne, quand elle monte au ciel, on lui reproche pas pourquoi tu n'as pas été Moïse. On lui dit pourquoi tu n'as pas été Nélou, pourquoi tu n'as pas été Jacob, c'est-à-dire pourquoi tu n'as pas été toi-même. Pourquoi tu n'as pas été toi-même, ça veut dire pourquoi tu n'as pas validé le potentiel qui est en toi. On ne te demande pas d'être quelqu'un de génial, on te demande juste d'être toi. Et si tu es toi, tu seras génial. Vous savez quelle est la meilleure preuve? Toujours, on voit dans les mariages, etc., dans les belles fêtes, quand il y a une personne qui prend la parole et que vous voyez tout le monde pleurer, tout le monde d'émotion et disent « Waouh, c'est magnifique ». Vous savez pourquoi? La personne a parlé avec son cœur. Elle a été elle-même. Et vous allez avoir lui dit « Vous savez, c'était magnifique ». Dit non, j'ai tout simplement dit ce que je pensais. Parce que quand vous êtes vous, vous êtes beau. Et quand vous êtes vous, vous êtes belle. C'est tout. Ne cherchez pas ailleurs ce qui est en vous. Vous me donnez des frissons parce que vous parlez très bien. Je vous interviewerai pour votre bouquin, Savoir s'aimer, vous inquiétez pas. Je voudrais que vous nous lisiez un passage au hasard. Ah ben non, je vous demande à vous d'ouvrir au hasard. Ça y est, je l'ai ouvert au hasard. Alors je vous le passe. Et pour que les auditeurs se rendent compte que non seulement vous parlez bien, mais vous écrivez bien. Ah merci, vous êtes fort aimable. Alors juste effectivement, parce que le livre, effectivement, se lit du début à la fin, comme n'importe quel livre, mais il peut se lire par thématique, c'est-à-dire on peut choisir les thèmes, ou on peut ouvrir au hasard. On peut faire comme on a fait nous aujourd'hui, picorer, l'ouvrir au hasard, et ça nous éclaire pour la journée. Absolument. Ah ben écoutez, alors effectivement, je parle du plaisir dans la vie, parce qu'en effet, c'est très important de mettre du plaisir dans la vie. Mais le plaisir, vous savez, moi par exemple, tous les jours, je prends un café, ça me coûte 1,20 € pour boire compris, au bar, je mets ma petite casquette, je bois mon petit café, ça me fait plaisir, ça dure entre 1 minute et 3 minutes, c'est un plaisir. C'est pas que le plaisir est le sens de la vie, mais il faut mettre du plaisir dans la vie, c'est très important. Pourquoi? Ne serait-ce que pour supporter la morosité, la bêtise humaine, et aussi c'est un des moteurs. Ouais, et un des moteurs de vie, c'est le plaisir. Donc, bien sûr, je fais allusion au plaisir sain. Maintenant, effectivement, alors, je lis rapidement. Dans le passé, il était fréquent, lorsque le médicament était un sirop amer, de le diluer dans du jus d'orange ou d'ajouter du sucre pour l'adoucir et le rendre buvable. Il en est de même concernant le plaisir dans la vie. Le plaisir n'est pas le sens de la vie, mais il nous aide à supporter le quotidien, la bêtise humaine, à diluer en quelque sorte la morosité et l'amertume du monde actuel. Comment trouver du plaisir ? Le plaisir n'est pas forcément quelque chose qui coûte cher. Cela peut consister simplement à faire du sport, se faire coiffer, s'asseoir sur un banc au soleil ou au bord d'un lac, lire un bon livre, par exemple de Jacob Azirouet, s'acheter une belle chemise, s'offrir un bon restaurant, marcher, prendre un café. Et là, je raconte une anecdote qui est vraie. Je remercie profondément mon professeur de français, M. Debresse, un pasteur protestant, à qui je pense n'avoir jamais eu besoin d'artifice pour être heureux. Et il nous a donné l'exemple de 2 hommes. L'un qui, après avoir escaladé la montagne à la force de ses bras et être arrivé au sommet, contemple le paysage. Tandis que l'autre a emprunté un hélicoptère qu'il a déposé au sommet de cette même montagne pour admirer à son tour ce magnifique paysage. Les deux sont ivres de ce beau paysage à couper le souffle. Mais lequel a ressenti le plus de plaisir? Celui qui a trimé pour y arriver ou celui qui a été passif?
Ayant intégré ce concept, je n'ai jamais fumé un seul joint de ma vie, ni eu besoin d'alcool ou de substances pour ressentir le plaisir. Le plaisir est en nous, le bonheur est un état, résultat d'une conquête, celle d'acquérir l'harmonie. Tout est dit. Jacobin Zeroual, juste une question. Quelle attitude adopter si j'aime, mais qu'en face, il n'y a pas de retour? Résumez ça en une minute. Alors, résumé en une minute. Vous savez, il y a un principe de nos sages que je conseille vivement de ne pas appliquer, qui est celui Kol mechabedai achabed, de respecter ceux qui nous respectent. Si jamais je ne devais respecter que ceux qui me respectent, ce serait foutu. Moi, ce que je dis, bien sûr, eux, en fait, ce qu'ils veulent dire, il faut respecter tout le monde, même ceux qui ne me respectent pas. Mais en fait, en particulier, je dois respecter ceux qui me respectent. Même chose. Je dois rendre l'amour et faire des honneurs et être présent pour ceux qui m'aiment et me soutiennent. Les autres, je dois quand même être présent. Moi, je prends l'indulgence. Mais attention, l'indulgence, ça ne veut pas être suicidaire. Parce que aimer un barbare, aider un barbare, c'est du suicide. Il faut aimer celui qui mérite d'être aimé. Il faut encourager, soutenir celui qui mérite d'être soutenu et que vous savez qu'il va en faire du bien, du positif et de la construction. Jacobin Zeroual, Savoir s'aimer, aux éditions Guy Trédaniel. Livre qu'on trouve partout, dans les bonnes librairies, à la FNAC, sur les plateformes. Mais plus que sur une étagère de bibliothèque, moi ce que j'aimerais, c'est qu'il soit dans les têtes et dans les cœurs. Merci Jacobin Zeroual. Merci à vous, merci beaucoup. À très bientôt. Et merci de soutenir ce livre plein d'amour. Revenez avec des livres comme ça. Avec plaisir. Merci beaucoup, Merci, Nelou. Merci. Au revoir.